Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler lecture. La dernière vidéo que vous avez eue, c'était ma palle de vacances. Donc nous sommes partis 2 semaines avec mon mari et les enfants. Et je n'étais pas sûre de pouvoir lire tout ce que j'allais emmener. Je ne savais pas du tout comment ça allait se passer, si les enfants allaient avoir beaucoup besoin de moi ou pas. Et finalement, même en ayant beaucoup joué avec les enfants, que ce soit à la piscine ou à la plage, j'ai quand même réussi à me dégager beaucoup de temps, notamment parce que j'ai très mal dormi, donc j'étais réveillée tôt, donc j'ai pu lire le matin. Donc j'ai pratiquement pu lire tout ce que j'avais emmené. J'avais emmené 6 livres papier, dont un commencé, et j'avais en plus ma liseuse. Donc j'en ai lu, j'ai fini celui que j'avais commencé, j'en ai lu 4 de plus en version papier, plus 1 en numérique. Et j'en ai commencé un deuxième sur ma liseuse, mais après j'ai dû prêter ma liseuse à ma fille parce qu'elle avait tout fini ses livres. Donc voilà, donc au final j'ai quand même 7 lectures à vous présenter parce que après j'ai lu aussi, on est revenu samedi soir et là on est vendredi, donc j'ai eu le temps d'en lire un en plus. Donc je vais essayer d'être assez brève sur chaque titre, sinon ça risque de mettre beaucoup de temps. Alors, en premier, quand je vous disais la dernière fois, j'avais commencé le journal d'Anne Frank. Donc, j'ai terminé le journal d'Anne Frank. J'ai mis beaucoup de temps à le lire. C'est vrai que c'est un livre de poche. Il était écrit tout petit, avec des marges, que ce soit à gauche ou tout en haut, très petite. Il n'était pas du tout ergonomique. Il me faisait mal aux mains parce que je suis toujours obligée de l'ouvrir vachement. C'était écrit petit. J'ai mis, je crois, presque une semaine à le lire. Ouais, 8 jours. Ça m'a étonnée, mais franchement c'était assez pénible, déjà rien que dans le livre lui-même, et même le contenu, j'ai eu beaucoup de mal aussi à avancer. On est avec une jeune fille, Anne, qui a entre 13 et 15 ans, donc on va dire qu'elle a 13 ans quand elle le commence, elle a 15 ans quand elle le termine son journal. C'est une jeune fille allemande qui est juive. Ses parents ont fui l'Allemagne nazie, ils se sont réfugiés aux Pays-Bas, mais les Pays-Bas ont aussi été vite colonisés par les nazis et ils ont été obligés de se cacher. Alors, du coup, dans ce journal, elle nous raconte sa vie. Donc, elle commence un petit peu avant qu'il soit caché pour nous expliquer le contexte. Et après, elle nous explique les 2 ans passés dans cette cachette, avec qui, comment s'organiser la vie, mais surtout ses états d'âme en fait. Et le fait d'être dans les pensées d'une jeune fille de 13 ans, quand on a 38 ans et que ça dure longtemps, c'est vite saoulant en fait. Voilà, franchement c'était pas du tout agréable à lire, c'était ennuyeux. Je l'ai fait parce que je me suis dit que c'était, je m'étais fait un devoir de le lire un jour, donc voilà. En plus, je connaissais vite fait l'histoire d'Anne Frank, mais par exemple, je savais pas qu'elle était allemande. Pour moi, elle était française et elle était cachée en France, alors que pas du tout. Donc déjà, j'ai appris des choses. Je ne savais pas non plus dans quelles circonstances elle était décédée. Donc voilà, bon, c'est pas écrit dans le journal forcément, parce que c'est pas elle qui va nous dire comment elle est morte. Mais il y a un épilogue à la fin où on nous explique ça. Donc on sait à la fin qui survit pas. C'est douloureux quand on arrive à l'épisode et qu'on se dit qu'à quelques jours près ou quelques semaines près, ils auraient pu avoir un avenir tout différent. Donc ça m'a touchée, ça m'a énormément touchée cette histoire, mais c'est vrai que c'est quand même assez long. Moi j'ai une version assez récente, fin des années 90, je crois que c'est 99, quelque chose comme ça. Donc je sais qu'il y a différentes versions. Il y avait la version originale où il y avait vraiment que le journal d'Anne Frank. Il y a des versions où le père avait rajouté des choses. Il y a eu différentes versions. Moi j'ai une version qui est apparemment la plus complète où il y a le journal d'Anne Frank, mais aussi les notes qu'elle a rajoutées parce qu'au bout de quelques mois, elle a voulu rajouter des choses. Donc il y a ces notes là aussi. Et on a vraiment une explication du pourquoi, du comment on en est arrivé à cette version avant de commencer le roman. J'ai trouvé ça intéressant, donc voilà. Donc finalement je suis contente de l'avoir lu, ça c'est clair, mais ça a été pénible à lire, voilà, ça a été quand même assez pénible. Ma fille de 11 ans après moi a voulu le lire, je lui dis pourquoi pas. Elle l'a commencé, elle est arrivée quand même jusqu'à la moitié, elle a lu quand même 200 pages et elle a fini par abandonner.
Donc, voilà, elle aura au moins fait l'effort et peut-être qu'elle le lira dans quelques années. Là, pour l'instant, on l'a déposé en boîte à livres quand on était en vacances. Parce qu'entre la piscine, le sable, il était vraiment pas ergonomique. Donc, j'aurais pas voulu le garder de toute manière. Je le rachèterai, mais dans une version plus agréable à tenir en main. Parce que là, c'était vraiment pas agréable. Ensuite, passons à des choses plus joyeuses. Qu'est-ce que j'ai lu ensuite? Je vais regarder dans mon carnet, ça va être plus facile. Je crois que j'ai lu... Alors j'ai un doute, mais je crois que c'est L'Alchimiste que j'ai lu après, en deuxième. Alors, ça c'est un livre de... Paulo Coelho, c'est un auteur brésilien qui est né en 1947, donc il n'est pas tout jeune, mais il n'est toujours pas décédé, hein, il est toujours en vie. Ça se passe au début en Espagne, puis en Afrique du Nord. C'est un jeune berger. Je ne sais pas exactement quand ça se situe. C'est un peu un conte philosophique, donc on n'a pas vraiment de date. C'est pas situé dans le temps. En tout cas, on sait que ce n'est pas aujourd'hui. Mais ça peut être il y a un siècle, ça peut être il y a 2 siècles à la rigueur. Voilà, on ne sait pas trop quand est-ce que ça se passe. Mais en tout cas, on est qu'un jeune berger dans le sud de l'Espagne qui s'appelle Santiago, qui est berger parce qu'il aime voyager. À la base, il devait être moine ou curé, quelque chose comme ça. En tout cas, ses parents avaient fait en sorte qu'il ait une éducation religieuse. Mais voilà, lui, c'était pas ça qu'il voulait. Lui, il rêvait de voyage. Et il s'est dit que le meilleur moyen de voyager, c'était de devenir berger. Donc, il est berger. Il a une vie tranquille. Il aime la vie qu'il a. Mais on arrive au bout d'un petit moment où il se rend compte que ça fait plusieurs fois, 2 ou 3 fois, qu'il fait le même rêve. Il rêve de pyramides, de trésors, quelque chose comme ça. Et il se dit que c'était pas un hasard, donc il décide d'aller voir une diseuse de bonne aventure ou quelque chose comme ça pour lui expliquer son rêve. Bon, elle dit que c'est pas évident, qu'elle sait pas faire, enfin que c'est pas son domaine. Et au final, elle lui dit quand même quelque chose. Mais voilà, il s'en va, il sait pas grand chose de plus. Et quelques jours après, il fait la rencontre d'un vieux monsieur, alors qu'il est tranquillement en train de lire, qui lui parle. Et visiblement, cet homme sait beaucoup de choses et il l'incite en fait à changer de vie, à revendre ses moutons et de suivre ce rêve pour aller découvrir le trésor qui serait au pied des pyramides. Et donc voilà, on va suivre son périple. Il va partir du sud de l'Espagne, il va traverser le détroit de Gibraltar, il va se retrouver au Maroc, à Tanger, et ensuite il va traverser le désert, il va se retrouver du coup en Égypte. Alors j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça hyper apaisant, distrayant, mais vraiment apaisant. J'ai beaucoup aimé, c'est un livre qui est très court, il se lit, je l'ai lu en une journée. Et voilà, c'est un conte philosophique, je ne savais pas à la base. Et c'est très sympa, en fait, ça nous rappelle qu'il faut toujours suivre ses rêves et que quand on veut se donner les moyens, bah, finalement on peut. Mais franchement, je ne me suis pas du tout intéressée au fait que ce soit un conte philosophique. J'ai vraiment juste lu une histoire qui était très plaisante. Je me suis laissée porter. Franchement, c'était très agréable. Donc je sais que je lirai d'autres livres de cet auteur. Il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, j'ai lu Modifié. Modifié, c'est de Sébastien L. Chauzu. C'est un auteur canadien. Alors, je vais vous lire la 4e de couverture puisque j'ai le livre. Détective privé dans une province du Canada où il neige nuit et jour, Martha Erwin préfère le whisky aux enfants et le silence des filatures aux longues discussions. À 40 ans, cette misanthrope assumée se contente de plaisirs simples, comme échafauder des plans retors pour se débarrasser des encombrants bagages de son mari, 2 bichons et une fille. Mais un soir de tempête, un étrange garçon appelé Modifié croise sa route. Médusé par les chasse-neige, l'adolescent déblayeur hors pair revient chaque matin pour dégager son allée. Comme les problèmes arrivent toujours en avalanche, Martha doit en prime gérer la plus périlleuse mission de sa carrière, mettre hors de cause son cousin, accusé du meurtre de son coach de soccer. Pour quelqu'un qui n'aime pas les histoires de famille, les choses se corsent légèrement. Alors, donc, je disais, ça se passe au Canada.
On est voilà avec Martha, elle est mariée, elle n'a pas d'enfant mais son mari a déjà une fille qui est grande, qu'elle a la vingtaine. Et voilà, on sait qu'elle est issue d'une famille très riche mais qu'elle n'a pas d'argent ou pas grand chose. Mais elle est quand même propriétaire de sa maison et elle est un peu détective privé, enfin elle fait des filatures, on ne sait pas trop voilà, ce qu'elle trafique. On n'est même pas sûr que son mari soit au courant en fait du vrai travail qu'elle fait. Et son mari c'est un prof qui a l'air d'être très cool avec elle en fait. Voilà, ils sont tous les deux sur la même longueur d'onde. Et un soir, elle rentre chez elle et sur le bord de la route, elle trouve qu'il y a un truc bizarre. Au début, elle croit que c'est un animal et en fait, c'est un adolescent qui est caché sur le bord de la route. Et une fois qu'ils vont avoir fait cette rencontre, ils vont plus vraiment pouvoir se débarrasser de lui. C'est un adolescent très attachant mais très bizarre, dont le surnom est modifié. Alors c'est un fan de chasse-neige, c'est pour ça qu'on l'a sur la couverture. Au début, moi je l'avais pas parce qu'il y avait l'étiquette de la bouquinerie dessus. Mais en tout cas, c'est un livre qui est vraiment très drôle. Les personnages sont très complètement loufoques, tous autant qu'ils sont. Ils sont tous bizarres. L'humour est assez trash, mais c'est ça que j'ai aimé aussi. On sent le côté canadien parce que même si c'est une traduction, c'est une traduction qui est quand même qui fait plus québécoise que française dans certains termes ou dans certaines traductions de blagues, des choses comme ça. Donc franchement j'ai beaucoup aimé, pareil c'est hyper vite, j'ai lu en 24 heures aussi. J'ai beaucoup aimé, je ne savais pas dans quoi je m'embarquais, mais franchement c'est très chouette, c'est très drôle. Ensuite, après Modifié, j'ai lu La femme de ménage de Freda McFadden. Donc ça c'est un thriller domestique, je l'ai lu sur la liseuse, c'est le livre numérique que j'ai acheté le mois dernier. Alors on est avec Millie qui est une très jeune femme, elle a, je crois qu'elle a 27 ans, quelque chose comme ça. Elle vit dans sa voiture et elle a absolument besoin en urgence d'un travail. Et elle va avoir de la chance, elle va être engagée alors qu'elle se dit qu'elle n'a aucune chance d'être engagée pour l'entretien qu'elle a passé. Et du coup, elle va devenir femme de ménage pour une famille très riche. Femme de ménage, mais aussi babysitter, cuisinière, elle doit un peu tout assumer. Et une fois qu'elle va avoir accepté qu'elle aura emménagé dans la maison avec ce couple, et ben il va se passer des choses. Elle va se dire mais ils sont complètement barrés dans cette maison. Et je peux pas trop vous en dire parce que sinon ça gâche quand même le plaisir. Moi j'avais entendu des trucs comme quoi c'était un gros coup de cœur et tout ça, il fallait absolument lire. Mais voilà, je voulais pas en savoir plus. J'avais pas lu la quatrième de couverture. En plus, bon, femme de ménage, voilà, on voit à peu près ce qui va se passer, c'est un thriller domestique, donc il va se passer quelque chose. Forcément. Et je suis contente de ne pas avoir lu la quatrième de couverture parce qu'en effet, il se passe quand même pas mal de choses, mais pas tant que ça non plus. En fait, si je vous raconte ce qui se passe, ça vous gâche tout. Donc, je peux juste vous dire qu'il va se passer des choses dans cette maison et on va de rebondissement en rebondissement. Une fois qu'au bout d'un moment, on se dit, bah oui, forcément, il va se passer ça et ça. Mais en fait, non. L'autrice s'arrête pas là, elle en rajoute des couches, elle en rajoute des couches. Et du coup, au final, non, on ne pouvait pas imaginer ce qui allait se passer. J'ai été un petit peu déçue par la fin, parce que du coup, bah, ça amène le tome 2, qui est les souvenirs ou le passé, ou les secrets de la femme de ménage, je crois. Et interruption. Donc, je disais, je ne sais plus ce que je disais. Oui, la fin, en fait, annonce le tome 2. Et peut-être un peu trop en fait. Du coup j'ai quand même envie de lire le tome 2, mais j'ai peur d'être un petit peu déçue. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas ce tome 1, bon, c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellent moment. C'est pas glauque, enfin c'est glauque sans être glauque. C'est surprenant, c'est parfois assez drôle finalement je trouve. En tout cas moi j'ai trouvé certaines situations assez drôles. Et j'ai bien aimé le déroulement, la construction de l'histoire. Donc franchement, voilà, je sais que depuis, il y a plein d'autres romans de cette autrice qui sont sortis, enfin plein. Il y a au moins le tome 2, je sais qu'il y a aussi La Psy. Je ne sais pas s'ils ont été écrits depuis ou si c'est juste qu'ils ont été traduits en français depuis.
Mais en tout cas, c'est sûr que je lirai d'autres choses de cette autrice parce que franchement, j'ai bien aimé la manière de décrire les choses, d'enchaîner les choses. Donc franchement, ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'ai lu La bibliothèque de minuit, que j'ai là. Donc je peux vous lire la 4e de couverture. À 35 ans, Nora Seale a l'impression d'avoir tout raté. Lorsqu'elle décide de mettre fin à ses jours, elle se retrouve un soir dans la mystérieuse bibliothèque de minuit. C'est sa dernière occasion de reprendre en main son destin. Si elle avait fait d'autres choix, que se serait-il passé? Avec l'aide d'une amie bibliophile, elle entre dans le jeu. Elle n'a qu'à se servir de ses étranges rayonnages, tourner les pages et corriger ses erreurs pour réinventer l'existence parfaite. Pourtant, les choses ne se déroulent pas comme elle l'imaginait. Avant que minuit sonne, pourra-t-elle répondre à l'énigme la plus importante? Qu'est-ce qu'une vie heureuse? Alors, moi j'avais craqué pour la couverture que je trouvais vraiment magnifique. Je ne savais pas de quoi il parlait, à part j'avais lu Entre la vie et la mort, il y a une bibliothèque. Donc voilà, ça m'avait suffi pour être conquise. Alors, c'est un livre qui est fait quand même 400 pages, si je ne me trompe pas. Ouais, presque 400 pages. 400 pages. Mais franchement, le début est assez long. Je crois que les 100 premières pages, il ne se passe pas grand-chose. Ouais. Les 60 premières pages. Les 60 premières pages, c'est long. On est dans la vie de Nora. Nora, on nous dit qu'elle a 35 ans. On nous explique qu'elle est dépressive, que tout va mal dans sa vie et elle fait une tentative de suicide. Normalement, je ne vous spoil pas trop. Parce que c'est le cœur de l'histoire, mais après, il se passe plein de choses. Et en fait, quand elle fait sa tentative de suicide, il est minuit et elle se retrouve dans la bibliothèque de minuit avec une ancienne bibliothécaire qu'elle connaît, celle de son ancienne école quand elle était enfant ou adolescente. Et en fait, cette bibliothèque est remplie de livres qui sont ses possibles existences. Et du coup, la bibliothécaire lui dit qu'elle peut choisir n'importe quelle vie, qu'elle peut recommencer sa vie avec n'importe quelle de ses vies. Et du coup, elle va tenter comme ça quelques vies, puisqu'elle n'était pas contente de sa vie qu'elle menait et qu'elle avait plein de regrets, plein de choses qu'elle pensait avoir ratées, donc elle avait plein de regrets. Donc elle a commencé par les choses qui lui semblaient le plus évidentes, et elle se rend compte que finalement, non, elle n'aurait pas été plus heureuse dans ses vies qui étaient toutes tracées pour elle avant, si elle avait choisi le chemin que son père voulait, ou que son frère voulait, que sa mère voulait. Voilà, finalement, elle se rend compte que non, de toute façon, elle n'aurait pas été heureuse même en choisissant ces vies-là. Et voilà, donc elle va faire des tentatives, elle va aller creuser un petit peu plus loin dans son enfance, sur ses rêves, de ce qu'elle voulait faire quand elle était petite. Et franchement, j'ai trouvé ça intéressant. Alors déjà parce qu'à chaque fois qu'elle plonge dans une nouvelle vie, c'est toujours Nora, mais avec un environnement différent. Et à chaque fois, c'est comme si on débutait une nouvelle histoire. Et ça, j'ai trouvé ça assez chouette parce que c'est comme si on lisait plein d'histoires dans une seule histoire. Et surtout, la morale de l'histoire, c'est que finalement, quel que soit l'âge qu'on a, on a toujours la possibilité de changer notre vie, notre destin. Même si on a 35 ans, même si on a 40 ans, qu'on ait 20 ans, 40, 60 ans, on peut toujours changer les choses. On ne peut pas vraiment revenir en arrière, on ne peut pas prendre la place de quelqu'un d'autre, mais nous-mêmes, on peut faire des choix qui vont changer les choses pour nous amener vers des choses qui nous correspondent plus, qu'on aime et être bien notre propre vie. Donc j'ai beaucoup aimé le message, j'ai aimé l'histoire. Le seul point négatif dans ce livre, c'est que l'histoire met un petit peu de temps à démarrer. Mais sinon, j'ai adoré. Donc, je connaissais pas cet auteur. Là, je sais que depuis, là, au mois d'août, au mois de septembre, il sort un nouveau livre. Bon, je ne le lirai pas tout de suite, forcément. Mais ça, c'est un auteur que je vais garder dans un coin de ma tête. J'ai beaucoup aimé. Et ensuite, normalement, après, j'avais commencé sur ma liseuse L'histoire de ma vie, qui est l'autobiographie de George Sand, qui est hyper longue. Elle fait à peu près 800 pages, je crois, donc j'ai lu à peu près 5% avant de la prêter à ma fille. Et du coup, quand je l'ai prêtée, après, j'ai pris, ouais, je crois que c'est ça, j'ai pris La Jurée de Claire Géano.
Donc, je vous lis la 4e de couverture. Anne Zeller a été tirée au sort pour devenir jurée aux assises. Une expérience aussi vertigineuse qu'inédite. Appelée à juger un couple au casier judiciaire vierge dans un procès pour empoisonnement et meurtre, la jeune femme va voir ressortir son passé. Un passé qui la transporte 20 ans plus tôt, sur une aire de jeu en Bretagne, le jour où Anna Boulanger est devenue Anna Zeller. Les jurés ont une semaine pour décider du destin des accusés et s'emparer de leur troublante histoire. C'est aussi le temps qu'il faudra pour que bascule la vie d'Anna. Alors, c'est un premier roman pour Claire Géano. J'ai trouvé que c'était bluffant pour un premier roman. Alors, je ne connaissais pas l'histoire du tout, j'avais pas lu la 4e de couverture. Je sais que j'avais juste beaucoup vu passer sur les réseaux ces derniers mois, ou en tout cas depuis un an. Et beaucoup de gens l'avaient beaucoup aimé. J'avais pas vu de critiques négatives. Et je me suis dit, pourquoi pas. C'est un livre qui est court, il fait moins de 300 pages. Et en effet, il se lit quand même assez vite. Alors, j'ai beaucoup aimé pour plusieurs raisons. Déjà, on suit un procès, mais cette fois, ni vu du point de vue des accusés, ni des avocats, ni de la présidente du tribunal, mais du point de vue des jurés. Donc les jurés aux assises, c'est des personnes citoyennes qui ont minimum 23 ans, qui sont inscrites sur la liste électorale. Donc si on est tiré au sort, on est obligé d'y aller. Il n'y a aucune excuse à part un certificat médical, mais sinon on n'a aucun moyen d'y échapper. Et donc du coup ça tombe sur n'importe qui. Et là ça tombe sur une jeune femme qui est, je crois qu'elle est prof dans un collège de français ou d'anglais, je ne sais plus, mais en tout cas elle est prof. Et ça se passe à Chartres, donc en plus dans une petite ville qui n'est pas forcément mis en avant dans les romans. Et du coup, on va suivre le procès avec Anna. Et voilà, elle nous parle aussi de ses relations avec les autres jurés. Elle va nous raconter comment se déroule le procès, comment elle le vit elle, comment elle va réussir à juger ce qui s'est passé et tout ça. Et ce qui m'a fait un petit retournement de situation pour moi, c'est vers la page 60, je crois, où en fait on apprend qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie à Anna quand elle était enfant. Sa cousine a disparu quand elle était enfant. Sa petite sœur, était très très proche de sa cousine et la petite fille n'a jamais été retrouvée. Et du coup, moi qui n'avais pas lu la 4e de couverture, je ne m'attendais pas du tout à ça. Et du coup, ça a modifié ma vision de ma lecture parce que je m'attendais juste à suivre un procès. Et en fait, pas du tout. Certes, on suit un procès, mais du coup, il y a une deuxième histoire qui est l'histoire d'Anna. Et du coup, je peux même pas vous en dire trop parce que sinon, c'est un livre qui est vraiment court, il fait que 300 pages, donc sinon je vais tout vous révéler. Mais voilà, je peux juste vous dire ça. On suit deux histoires en parallèle, le procès et l'histoire d'Anna. On alterne un chapitre le procès, un chapitre l'histoire d'Anna et de sa famille. Et j'ai adoré la construction, j'ai trouvé que c'était hyper bien amené. Même la manière d'aborder le procès, d'expliquer le procès, de nous expliquer ce qui se passe dans ce procès. Visiblement, c'est tiré de faits réels. Si je ne me trompe pas, je mets des pincettes, mais je crois, d'après ce que j'ai compris dans l'épilogue, que c'est tiré de faits réels, en tout cas en partie. Donc, et j'ai beaucoup aimé surtout la fin, la manière dont ça se finit. On ne s'attend pas forcément à ça. En tout cas, le verdict, voilà, le verdict, j'ai trouvé qu'il était juste et vraiment bien amené. Et voilà, il donne une bonne version en fait de la justice, du tribunal, de la fonction de juré, de tout ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était un message positif. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé. Désolée, j'ai eu un petit souci. Donc, me voilà pour le dernier livre que j'ai lu. Il s'agit de Les Roses de la Nuit d'Arnaldur Indridason. C'est pas le premier roman que je lis de cet auteur ni de cette série policière. J'en ai déjà lu 2. Celui-ci se passe avant, je crois que c'est le tome 5 ou 7, quelque chose comme ça. Mais il a été édité après les autres. Les autres c'était édité en 2013, 2014. Celui-ci c'est 2020. Donc je sais pas pourquoi ils les éditent pas dans l'ordre. En tout cas dans la traduction. Mais bon, c'est pas grave. On suit toujours l'inspecteur
Erlendur, je crois qu'il est inspecteur. Ça se passe toujours à Reykjavik, en Islande, donc c'est un polar islandais. Et dès les premières pages, on sait que on découvre une jeune fille morte, nue, sur la tombe d'un célèbre personnage islandais. Et du coup, c'est la première piste que la police va suivre. Et du coup, on va suivre forcément l'enquête, qui est dirigée par Erlendur, son adjoint qui est plus jeune que lui, et une autre collègue féminine. Et en fait, j'aime beaucoup dès les premières pages, parce qu'on a un inspecteur qui est toujours de mauvaise humeur, ou en tout cas un petit peu bougon, qui préfère ce qui était avant, qui a tendance à critiquer la nouvelle génération qui ne s'intéresse pas à l'histoire du pays et tout ça et tout ça. Et là en plus il y a certains pics sur les Américains mais aussi les Français. Franchement j'ai beaucoup aimé ce tome, c'est peut-être celui que je préfère dans les 3 que j'ai lus. Il est excellent, en tout cas dans l'histoire de... On apprend plein de choses aussi sur l'Islande. Alors par contre ça ne nous donne pas du tout envie d'aller en vacances en Islande. C'est un portrait assez noir des Islandais et de l'Islande. Ça n'a rien à voir avec l'image que je m'en faisais avant. Je pensais que c'était un pays très calme, avec des gens posés et tout ça, avec des paysages magnifiques, avec les volcans et tout ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'office de tourisme islandais ne doit pas vraiment aimer les romans d'Indrid Jasson, parce que franchement, ça fait un portrait assez noir de l'Islande, qui donne pas du tout envie. Mais j'aime bien parce que c'est un inspecteur qui est droit, carré, droit dans ses bottes, qui recherche juste la vérité et rien d'autre. Et du coup, voilà, il va se passer pas mal de choses. On apprend beaucoup de choses sur la société islandaise dans ce tome-là. On résout l'enquête petit à petit. Et ce qui est assez marrant, c'est que ça fait quand même 3 tomes que je lis de cette série. Et à chaque fois... même si on trouve le coupable, le coupable il va pas en prison. Pour différentes raisons. Mais je trouve ça assez drôle parce que finalement, ce qui intéresse Erlendur, c'est pas de mettre le mec en prison ou la nana en prison, c'est de résoudre l'enquête, savoir qui a fait quoi et pourquoi. Et voilà, il en reste là. Donc c'est assez bizarre. Mais franchement, moi c'est une série que j'adore. C'est le 3e. Là je viens de m'en acheter un 4e que j'ai reçu ce matin. Et donc voilà, je peux vous conseiller aussi si vous aimez les romans noirs, celui-ci est très très bien. Bien sûr, je peux que vous conseiller de les lire dans l'ordre, mais moi j'ai commencé par des plus vieux, par les derniers, et là je remonte vers des plus tôt dans la série. Mais c'est pas du tout gênant, c'est toujours le même personnage, puis tout au long de la série, en fait, on apprend des choses sur le personnage, donc voilà. Donc en plus, c'est une jolie couverture. Et après avoir lu celui-ci, j'ai continué un petit peu l'histoire de ma vie de George Sand. J'en ai encore lu quelques pages, histoire d'une journée, en attendant de commencer un nouveau livre. Et là, je suis en train de lire Il était 2 fois de Franck Tillier. C'est le tome 2 de la trilogie Le manuscrit inachevé. Pour l'instant, je ne vois pas du tout le rapport avec le tome 1. J'ai essayé de trouver des similitudes, de raccrocher à certains prénoms, à certaines régions, mais alors pas du tout. Pour l'instant, je vois pas du tout comment on relie le premier avec le deuxième. En plus, je trouve assez lent. Pour l'instant, un peu déçue, autant que j'ai beaucoup aimé le 1, même si j'avais été un peu déçue qu'on n'utilise pas trop le fait que ce soit un manuscrit dans un manuscrit dans un manuscrit. Mais là je sèche un petit peu, je crois que j'ai lu 100 pages, une centaine de pages, donc on verra bien à la fin. Mais pour l'instant en tout cas je suis pas emballée. Je préfère largement cette série là par exemple. Donc voilà, je reviendrai dans pas longtemps, dans quelques jours, pour faire le bilan du Green Book Challenge pour le mois d'août. Qui risque d'être pas folichon parce que là je viens d'acheter des livres et d'en recevoir et j'en ai acheté beaucoup. Mais une personne sur Vinted faisait une grosse promo et elle avait plusieurs titres qui m'intéressaient. Je me dis que c'était le moment ou jamais. Mais après, il faut que j'arrête d'acheter des livres parce que faut que je les lise. Et après, on va déménager. donc voilà, en plus, je vais avoir beaucoup moins de temps pour lire après parce que là, au mois de septembre, normalement, avec la rentrée, ça devrait aller. Mais le mois d'octobre, normalement, si tout se passe bien, on est censé faire le déménagement. Mais avant de déménager, il faut faire le parquet et la peinture, et tout ça, forcément, ça va être à moi de le faire et ça va me prendre beaucoup de temps.
Donc j'aurai moins de temps pour lire, c'est certain. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que je vous aurai donné quelques idées de lecture. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Ciao!